Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir frères en humanité, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. En ce 19 novembre 2022, c'est encore un énorme plaisir que vous nous offrez à être devant vous, pas parce que nous sommes les plus doctes, mais simplement parce que vous nous en donnez l'occasion de pouvoir prêcher le peu que nous connaissons, mais notre attention la plus déterminée est d'apprendre surtout auprès de vous, de chacun d'entre vous, pour essayer de nous améliorer. Et comme j'aime à le dire, toi mon frère en humanité, sache que tu vaux la peine d'exister sur la terre et ne laisse personne te distraire et ne laisse personne décider de ta vie à ta place. Sois celui-là même qui va créer ta propre lumière pour créer un monde meilleur pour toi et pour tes enfants. Et le minimum que tu puisses faire, c'est de venir au festin intellectuel sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité pour partager tes arguments afin de nous convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Mesdames et messieurs, nous aurons 6 thématiques en ce jour que nous allons développer. Et la première a pour titre, la première thématique, oui, a pour titre polémique de la semaine. La paix et nous. Chaque année se célèbre la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Partout dans le pays, ces mêmes journées chômées payées. L'on a entendu dans de nombreux discours tant de bons mots qui renvoient tous à la paix. Cette notion, si chère à l'illustre défunt Félix Houphouët-Boigny, le premier président de notre patrie. Il en avait même fait un credo, mieux un principe de vie cardinal dans son agir, dans son faire, dans son être, sans être un spécialiste de ce que des exégètes nomment ou désignent comme étant sa philosophie. L'oufoutisme, je peux dire qu'elle vient non seulement de sa longue expérience politique, mais surtout de son bon sens paysan, de grands planteurs de café, de cacao, de riz, etc. Celui qui sème le bien récolte bien ce qu'il a sémé. D'une expérience regrettable. Aussi, je veux rappeler celles que furent aux premiers âges de nos indépendances, 1963, la prison d'Assabou, le temps des complots, vrai ou faux, les périodes de violents étaient le vent, beau titre d'une œuvre majeure de Charles Nocquan, décédé le 1er novembre de cette année. Amadou Koné, Houphouët-Boigny et la crise ivoirienne. Koné Kodiara, Mésaventures en 1963, Samba Diarra, les faux complots d'Houphouët-Boigny, fracture dans le destin d'une nation. Écrivirent sur ces durs tons d'incarcération comme d'un besoin de thérapie individuelle. Une manière pour eux de se soigner entre guillemets du poids du silence et de pardonner sans oublier. Devoir de mémoire, surtout pour l'histoire. Qu'en avions-nous fait de ce bien précieux à nous léguer par le sage? L'a-t-on bien arrosé? Pas seulement avec des mots, mais surtout avec nos comportements. J'en doute. Au regard de nos tristes actualités après sa mort. Une date repère, 1995. 2 ans après sa mort, en 1993, le boycott actif. Des morts, l'exode des populations, des violences de tous les ordres. Pour une élection présidentielle
la première poste Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas un hasard si le 15 novembre fut décrété Journée nationale de la paix en 1996 par Henri Konan Bédié, alors président de la République, un an après ce fameux boycott actif qui annonçait déjà que violents comme le vent seraient les temps électoraux si nous ne nous approprions pas nécessairement ce bien le plus précieux que Félix Houphouët-Boigny nous a laissé. Qu'en avions-nous fait pour connaître de si terribles ères? Le coup d'État de 1999, la rébellion de 2002 qui balafra le pays, la crise post-électorale de 2010 avec son lot de morts, la crise de la dernière élection présidentielle de 2020, sombre ère desquelles nous voulons sortir pour retrouver ce que nous avons perdu en palabres et surtout en division meurtrière. Cette journée est donc une volonté affichée de rappeler le besoin d'œuvrer pour la paix. J'avais particulièrement aimé le thème de la 23e édition qui fut célébrée en 2019 sur le thème « Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé ». Oui, au-delà des mots, c'était hier, comme aujourd'hui, pour le gouvernement, une occasion de plus de promouvoir et renforcer davantage les vertus et la culture de la paix afin de créer un environnement social apaisé, d'impliquer toutes les couches sociales dans les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale à travers l'organisation d'ateliers, de prières œcuméniques, d'activités de sensibilisation. Cette année-là, si mes souvenirs ne me trahissent pas, un planting d'arbres fut organisé. Ces arbres ont-ils bien porté des fruits? Ont-ils même bien poussé, arrosés par nos mots et comportements de paix? J'en doute. En 2020, à Koumassi, en prélude à la célébration de cette journée, la ministre d'alors de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Marietou Koné, invitait l'ensemble des acteurs politiques à accepter la main tendue du président Alassane Ouattara, à s'impliquer dans les efforts visant l'apaisement du climat social et la décrispation en privilégiant le dialogue. En 2021, sous le thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix », est revenu comme un cantique, le mot « paix ». Mardi dernier, il en fut de même. Il y a toujours cette image saisissante qui se lit sur les visages des orateurs quand ils parlent de paix. C'était comme s'ils prêchaient, invitant tous, sans exception, à aller à cette indispensable valeur, à la cultiver avec des mots certes, mais en accord avec les actes. Il ne faut sans doute pas désespérer, même si, quand je nous regarde, nous sommes encore pleins de rancœur. Or, il nous faut mener cette guerre sur nous-mêmes, la meilleure contre nous-mêmes, et briser la mer gelée de nos rancœurs. Hélas, ce discours de construction ou même de reconstruction de la cohésion sociale et donc de composition de la paix ne se lit sur les réseaux sociaux que de violents mots sur les réseaux sociaux, que de violences verbales et destructrices, quand cela vient le plus souvent des jeunes. La relève, n'est-ce pas, que du travail pédagogique et encore doit continuer comme cette journée, afin que la goutte d'eau qui tombe au même endroit perce le rocher, même le plus résistant. Et l'exemple devrait venir aussi des parents. On ne peut pas reprocher aux enfants d'être à l'image des aînés.
C'est simplement une question d'exemple. C'était un article tiré de Fraternité Matin. Sujet numéro 2. Lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif juridique, tel est le titre. À l'image des pays de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par les actes terroristes. En témoignent les attaques terroristes du 13 mars 2016 à Grand Bassam et à Kafolo le 10 juin 2020 et le 29 mars 2021. Pour permettre au pays d'adopter des stratégies conformément à la coopération multilatérale de lutte contre le fléau, les députés membres de la Commission des relations extérieures, en abrégé CRE, dirigés par M. Thomas Kamara, député de Katiola Tchembe Fronan, ont donné autorisation par un vote à l'unanimité au chef de l'État le jeudi 17 novembre 2022 à l'hémicycle de ratifier une convention. Il s'agit de la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc. C'est le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre chargé des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Léon Adom Kakou Wadja, qui a défendu le dossier au nom du président de la République. Selon lui, vu que le terrorisme est devenu un phénomène dévastateur, il serait prétentieux pour un pays de vouloir s'y attaquer seul. C'est pour cette raison que, conformément à la déclaration de Ouagadougou, les pays francophones d'Afrique ont adopté le 16 mai 2008 à Rabat cette convention, qui, précise-t-il, reflète l'engagement commun de ces pays à lutter contre le terrorisme et à mettre en œuvre toutes les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU visant à éliminer le terrorisme international dans le respect des droits de l'homme. Cette convention a donc pour objectif d'instituer une coopération judiciaire entre les pays francophones d'Afrique en matière de terrorisme et aussi de régler la question de l'extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. Selon le délégué, cette convention se distingue par son domaine d'intervention qui est l'espace des pays francophones. Cet instrument leur permet d'affirmer leur volonté de condamner tous les actes terroristes et toutes les méthodes et pratiques utilisées pour les accomplir, et aussi de reconnaître que la coopération internationale constitue un élément indispensable pour prévenir et combattre le terrorisme, confie-t-il. Avant d'informer qu'outre la Côte d'Ivoire, certains pays tels que le Maroc, la Mauritanie, le Madagascar ont ratifié le dit traité. C'était encore un article tiré de Fraternité Matin. Sujet numéro 3. CEI. Ce qui veut dire Commission électorale indépendante. La polémique stérile des pseudo-démocrates. C'est le PDCI qui a ouvert les hostilités. Ce parti qui a gouverné seul la Côte d'Ivoire pendant près de 40 ans, sans partage et dans des conditions totalement antidémocratiques, a enfourché le cheval des valeurs démocratiques. C'est une bonne chose. Sauf que ce que je ne comprends pas du tout, c'est l'acharnement du PDCI à discréditer une commission électorale indépendante qu'elle avait pourtant refusée jusqu'à sa chute prévisible suite au coup d'État de 1999. À cette époque, c'est le ministre et le ministère de l'Intérieur qui proclamaient les résultats. Il y avait des bulletins multiples et l'urne totalement opaque qui facilitait la grande corruption et favorisait la tricherie. C'est l'opposition, conduite par la gauche, et plus tard par la gauche et le Rassemblement des Républicains, le RDR, au sein du Front républicain, qui a pu arracher de hautes luttes
le vote à 18 ans, l'urne transparente et l'existence même de la CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante. Le PDCI en a d'ailleurs profité en 2010, pendant la présidentielle et toutes les élections qui en ont découlé, quand le PDCI partageait le pouvoir et ses privilèges. Dans le cadre du RHDP, de 2011 jusqu'à sa scission en 2018, la CEI était irréprochable aux yeux du PDCI. Il a suffi que l'ancien parti unique, après la rupture, s'installe dans l'opposition pour qu'il constate que cette même institution qu'est la CEI n'est plus crédible. Un ami me disait qu'en Côte d'Ivoire, tout est beau jusqu'à ce que l'on se retrouve du mauvais côté. Sous-entendu, dans l'opposition. Les cris d'orfraie du PDCI sont donc normaux. Mais ce qui choque et ce qui est le plus choquant, c'est la campagne de dénigrement systématique orchestrée contre la Commission électorale indépendante que le PDCI a pourtant dirigée à travers deux de ses éminents cadres à l'époque, Robert Begré-Mambé, actuel gouverneur du district d'Abidjan, et Youssouf Bakayoko. Aujourd'hui, le PDCI a gommé d'un trait ce passé pourtant pas si lointain. La posture du PDCI est d'autant plus hypocrite qu'elle incite un petit rappel historique. Quand le parti de Kona Bédié affirme que la CEI est une menace pour la paix sociale, il feint d'oublier qu'il est lui-même artisan d'une succession de graves crises politiques qui ont failli coûter à la Côte d'Ivoire son effondrement. Notre histoire commune nous enseigne que le PDCI, à la mort du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, son successeur, le président Bédié et son régime ont conçu, mis en œuvre et entretenu de 1993 à 1999 une abjecte politique de discrimination entre les citoyens. Certains furent baptisés Ivoiriens soi-disant multiséculaires, tandis que d'autres étaient qualifiés de citoyens soi-disant de circonstance. Ce concept, pompeusement appelé ivoirité entre guillemets, né des fantasmes mal contenus d'un président haineux et revanchard comme Bédié, sera à l'origine de la grave fracture sociale qui affectera durablement l'unité nationale. Érigé presque en doctrine d'État, il faisait tout citoyen originaire du nord de la Côte d'Ivoire ou considéré comme tel un Ivoirien à la nationalité douteuse. Obtenir des papiers d'identité pour cette catégorie relevait d'une gageure, un véritable parcours du combattant. Bédié écrira même un livre à cet effet, Les chemins de ma vie entre guillemets. Certains cadres du PDCI, dans un excès de zèle à l'époque, iront jusqu'à traiter les populations du nord de la Côte d'Ivoire d'étrangers. Les abus qui ont découlé de ce concept ont conduit à la partition du pays. Au début des années 2000, puis à la guerre post-électorale de 2010 à 2011. N'ayant tiré aucune leçon de cette tragédie ivoirienne, le PDCI de Bédié a pris la tête d'un Conseil national de transition en 2020, à la faveur de la présidentielle, pour tenter de renverser le pouvoir d'Abidjan, avec à la clé plusieurs dizaines de morts, d'importants dégâts matériels dans plusieurs localités. Quand on a été ce tristement célèbre tragédien de l'histoire, on doit pouvoir tirer leçon de son théâtre du goût au goût amer et détestable, et surtout savoir quitter la scène avec dignité. Que non, oh oui que non, mais que si, que si. Monsieur Bédié et ses suiveurs en guillemets doivent comprendre qu'une élection se gagne essentiellement sur le terrain. Il faut d'abord avoir un programme de campagne. Et M. Bédié
Où est votre programme de campagne? Avez-vous tenté une seule fois de convaincre un quelconque Ivoirien de vos capacités? Que non, que non, que non. N'est-ce pas d'ailleurs cette même CEI que le PDCI, à travers cette même CEI, que le PDCI a pu remporter de nombreux sièges aux dernières élections municipales et législatives? L'opposition a conquis plusieurs grandes communes d'Abidjan, le Plateau, Cocody, Marcory, Port-Boué, Yopougon. Même EDS, devenu plus tard PPACI, malgré son absence de la CEI, a gagné Yopougon, une commune pourtant dirigée par le RHDP après 2010. Ce n'est donc pas la CEI le problème. Les pleurs du PDCI trouvent leur justification ailleurs. Le parti de Bédié est en chute libre et ne fait donc plus rêver. D'ailleurs, les Ivoiriens fuient le PDCI comme l'on fuirait la peste. Chaque élection consacre un peu plus sa régression sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et la peur de se retrouver enfermé dans une cabine téléphonique pour parler comme feu Laurent Douna-Fologo fait peur à Bédié et à son PDCI, et cela leur coupe le sommeil. Il faut déjà préparer les esprits à la révolte en faisant passer des défaites pour des fraudes organisées contre lui. Voilà toute la vérité. Et les cadres du PDCI les plus virulents sont ceux qui sont menacés dans leur région d'origine par la montée en puissance du RHDP. Le PDCI daokronien gagnerait à utiliser son énergie pour développer une stratégie de reconquête de ses propres bastions qu'il aura déjà perdus. J'ai appris qu'il veut aussi reconquérir le Nord. Laissez-moi en rire. Voilà une initiative louable. Et j'espère bien que les populations du Nord poseront les vraies questions au PDCI quant à tous les malheurs que ce parti leur a fait subir. Ce n'est pas en essayant de casser le thermomètre que l'on fera baisser la température. L'article a été écrit par M. Yacouba Doumbia et Éclaireur m'a mis quelques petites modifications là-dedans. Sujet numéro 4. Critique stérile contre la CEI. Le RHDP rappelle le PDCI à l'ordre. Une réunion du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, s'est tenue le mercredi 16 novembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire. Le porte-parole adjoint du parti, Mamadou Touré, en a profité pour réagir aux propos tenus par le porte-parole du PDCI au sujet de la composition de la commission électorale indépendante, en abrégé CEI. La réponse du berger à la bergère. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier les propos tenus par le porte-parole adjoint du RHDP concernant la sortie du porte-parole du PDCI au sujet de la composition de la CEI. J'ai lu quelques propos tenus par le porte-parole du PDCI. Je trouve qu'ils ont été un peu excessifs. Accuser le RHDP de vouloir braquer les élections, c'est faire preuve de mauvaise foi, a-t-il répliqué. Puis, d'ajouter que les récentes élections ont permis aux différents partis politiques de mesurer leur poids électoral. Nous savons tous quel est le poids des uns et des autres. Nous avons fait des élections législatives passées. Nous étions tous présents à ces élections. Et cela a permis de savoir quel est le poids politique des uns et des autres, a fait remarquer Mamadou Touré. Avant de rappeler à l'ordre le PDCI, le RHDP n'a nullement besoin de braquer des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes le parti le mieux implanté, le parti qui a le plus grand nombre de militants et le parti en qui les Ivoiriens ont le plus confiance. C'est pour continuer à gagner cette confiance que nous sommes en train de nous structurer.
parce que nous ne voulons pas rester sur nos acquis, a-t-il martelé. Au cours de la réunion tenue ce jour, les 2 points ont été abordés, à savoir les dispositions à prendre pour une meilleure révision de la liste électorale et l'organisation du parti en lien avec les élections. Concernant le premier point, la plus importante décision est la nomination de superviseurs dans les localités pour la révision de la liste électorale. Le RHDP entend choisir des superviseurs auxquels sera confié le bon déroulement de l'opération. S'agissant de l'autre point abordé, les participants ont adopté une stratégie élaborée et présentée par Dr Adama Coulibaly, membre du directoire. Cette stratégie devrait permettre au parti de gagner les élections à venir. Sujet numéro 5. Le réductionnisme procédural, une préoccupation superflue dans les partis socialement représentatifs. Quand un parti politique dispose d'une alternative programmatique solide et crédible ou d'un bilan gouvernemental satisfaisant, respectivement en qualité de parti d'opposition ou en qualité de parti de gouvernement, il ne consacre pas toutes ses préoccupations exclusivement à la formation de la CEI, à la confection des listes électorales et des cartes nationales d'identité. Car, animé par une conscience nationale qui le conduit à faire confiance aux institutions de la République, convaincu de sa représentativité sociale, de son enracinement dans les besoins du peuple, il considère les questions procédurales comme étant secondaires. Ce parti se préoccupe, en grand caractère avant tout, de la substance de l'élection démocratique, c'est-à-dire du programme et du projet sociétal dont l'explication et la publication permettent de définir l'élection démocratique comme libre choix des dirigeants par le peuple, des gouvernants par les gouvernés. Effectivement démocratique, ce parti se préoccupe avant tout d'agréer les demandes sociales, politiques et économiques des catégories socio-professionnelles et culturelles de la cité, de construire sur cette base une offre politique idoine en qualité de solution pragmatique à leurs préoccupations existentielles. Ce parti se préoccupe d'investir la première place dans la concurrence programmatique, de convaincre argumentativement par une pédagogie politique la majorité des électeurs. Ce parti mobilise son intelligence interne pour construire une stratégie gagnante fondée sur la conquête de la crédibilité électorale et de la confiance publique. Au contraire, l'expérience de la vie des démocraties montre que les partis exclusivement préoccupés de pouvoir et d'appropriation privée des ressources publiques, dénués de vision à long terme, les partis dramatiquement dépourvus de programmes et de projets sociétaux structurés, capables de convaincre la conscience, la raison et l'entendement des peuples, versent fatalement dans le populisme, dans la stigmatisation de leurs adversaires, dans les invectives, dans l'excitation des émotions élémentaires et les bas instincts des peuples, dans la préparation du chaos. Ils mobilisent l'intelligence du parti pour construire des recettes entre guillemets, des pièges, des stratégies de contestation du résultat des urnes, d'appropriation du pouvoir par la force. C'est un texte de notre père bien-aimé, Alexis Diet. Et nous terminons définitivement avec le sujet numéro 6, qui est un texte de Mère Blanc. L'incompréhensible arme politique de Gbagbo et les siens. Qui peut nier aujourd'hui au président Alassane Ouattara d'avoir réussi à propulser la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement?
en chef méthodique qu'il demeure, il a proposé un plan de développement auquel il s'est tenu jusqu'ici. Et ses réalisations parlent pour lui. Dans le calme et la détermination, il est à l'œuvre. Face à lui, il y a Gbagbo, le charlatan de la politique, le chef des troupeaux gore, l'homme le plus nuisible de la Côte d'Ivoire. Cet homme sans conscience intellectuelle et morale, ce personnage vulgaire, violent, lamentable, individu sans noblesse, homme inférieur, qui a de la haine pour la raison, qui a de la haine contre la raison et contre la vie. Cet être impropre à la vie, car ennemi de la vie et prêcheur de la mort. C'est de lui que nous vous parlons, Laurent Gbagbo. Bon, tout ça là, c'est moi j'ai ajouté sur le test là aussi. Sinon, c'est pas Madame Blanc qui a dit la petite partie là. Faut pas qu'on l'accuse d'avoir insulté Laurent Gbagbo. Le charlatan de la politique, en ultime théoricien, il n'a aucune idée claire de ce qu'est la politique elle-même. Son règne, il l'a émaillé de scandales. Jamais nous n'oublierons, entre autres scandales, celui du Probo Koala et son cortège de victimes innocentes dont les fonds de dédommagement ont été détournés. À défaut d'être efficace au sommet de l'État et voulant s'y maintenir à tout prix, le Gbagbo s'est retrouvé une arme, l'ultime arme qui puisse exister dans ce monde. La mort. Pour le Laurent, en minuscule, il existe une seule manière de venir à bout d'un adversaire coriace. C'est lui administrer proprement la mort. Nul ne dira le contraire, car tous ceux qui ont osé voir clair dans son calamiteux système de gouvernance gisent aujourd'hui sous terre. J'en veux pour preuve Jean Hélène, Camara Yerefe H, Gay Robert, Dr Dakouri Tablé, et la liste est longue. Le funeste chapelet du Gbagbo se graine sans fin car il y a eu des victimes inconnues. Les personnes suscitées sont celles dont la mort nous a émus au plus haut point. Nous n'oublions pas les 7 femmes d'Abobo, lâchement assassinées par les chiens de guerre de Laurent Gbagbo, et tous ceux qui ont été tués nuitamment ou dans les champs. Et puis, il y a ceux qui ont eu plus de chance. Le président Alassane Ouattara est de ceux-là. D'ailleurs, combien de fois a-t-il échappé à la furie mortifère du terrible enfant de Mama? À la dernière tentative d'assassinat, mon adoré président a eu la vie sauve grâce à une échelle. Cette façon sauvage de poursuivre son adversaire politique pour lui ôter la vie est de l'infâme Laurent Gbagbo en minuscule. Avec le Laurent en minuscule et ses sbires, à défaut de t'éliminer physiquement, ils te souhaitent la mort, oubliant que eux-mêmes ne sont point immortels. Maëliba, la pauvre écervelée, à qui nous prions Dieu de lui donner une leçon en enfer, se promettait de marcher sur le corps du président Alassane Ouattara. Mais posez-vous bien la question, où est-elle aujourd'hui? 6 pieds sous terre. Quelques-unes de celles qui ont pris part à la honteuse cérémonie de Kodjo Rouge ne sont d'ailleurs même plus de ce monde. Mais cela ne leur sert pas de leçon. Notre présent message
s'adresse à tous ceux, qu'ils soient partisans de Soroguioun, le petit Gombo, ou du maudit Laurent. Le malheur, la mort est propre à toute espèce vivante. En Dieu nous croyons et nous savons que seul lui décide quand il veut, comme et où chacun de nous mourra. Pour l'instant, souffrez de voir Alassane Dramane Ouattara réaliser des merveilles pour son peuple et de briller là où vous et vos prétendus hommes politiques ont échoué lamentablement. Longue vie à toi, Papa Alassane Ouattara. Encore 1000 ans pour toi, 1000 ans pour nous et longue vie à la Côte d'Ivoire. C'était un texte de notre mère Massiata Blanc avec quelques petits additifs d'éclaireur pro vérité.